Donc bonjour Monsieur Chevrier. Donc aujourd'hui, nous allons révéler aux personnes qui nous regardent sur YouTube, on commence à avoir un petit peu quelques abonnés quand même, une information importante qui concerne l'envoi d'une lettre politique qui a été adressée au président des États-Unis, donc la semaine dernière, le 24 mars 2024. Oui, bonjour Hélène. Alors effectivement, c'est quelque chose d'important parce que, comme vous le savez, j'étais depuis 2 ans à peu près l'une des rares personnes à signer le signal d'alarme, en quelque sorte, pour dire attention, il y a un risque de guerre nucléaire si l'OTAN intervient en Ukraine, puisque manifestement, si toutes les forces de l'OTAN intervenaient, la Russie ne pourrait pas, avec des moyens conventionnels, contrer, si vous voulez, surtout la puissance de l'aviation américaine, allemande, hollandaise, toutes les bases qui sont en Roumanie, en Pologne, partout. Donc là, sur le plan aérien, ils seraient complètement dépassés. Donc, comme ils ont l'intention vraiment de maintenir en Russie, dans le territoire russe, les 4 Donbass qu'ils ont pris, et qui étaient en fait une terre russe depuis l'origine. Oui, à l'époque. Depuis 1803, vous avez donc Odessa a été fondée par un décret de Catherine II en 1803, et depuis cette date, toute la Nouvelle-Russie et les autres étaient des territoires russes. Ça fait à peu près, on va dire, 10 à 15 générations que les Russes vivent sur ce territoire. Donc voilà. Alors oui, c'est un virage important, cette lettre, parce que ce sont des militaires de très haut rang, pour la plupart de jeunes retraités américains. Oui. Donc, oui, parce que vous savez que moi, j'ai des amis qui me disent souvent, on sent vraiment que tu es pro-russe dans tes vidéos ou sur ton livre, mais en réalité, toutes mes sources proviennent des États-Unis. Oui. Et donc, on ne peut pas dire que je véhicule de la propagande russe, vous voyez. C'est vraiment là, en ce qui concerne les gens qui ont signé. Oui, d'ailleurs, ils font partie des signataires. Voilà, c'est Douglas MacGregor, c'est Scott Ritter, c'est des gens de la CIA. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces jeunes retraités, puisque c'est des gens qui sont à la retraite depuis 5 ou 10 ans, eh bien, sont toujours en contact avec les services de renseignement militaires américains, etc. Et donc, ils ont des renseignements qui sont vraiment de toute première source et actuels. Et là, l'intervention de Macron les a fait analyser la situation d'une façon différente, puisque jusqu'à présent, il voyait ce conflit vraiment limité à une intervention avec des armes conventionnelles, si vous voulez, et en fournissant tout le matériel qu'il fournissait depuis le début, avec toute la préparation qu'il y avait eu américaine en Ukraine pour former l'armée ukrainienne, les informations directes communiquées par satellite, enfin toute la stratégie est américaine et anglaise, eh bien, ils arrivaient un petit peu à contenir. Mais là, maintenant, évidemment, tout s'effondre actuellement. Oui, notre président s'est positionné. Et donc, alors, vous allez lire la lettre et après on va commenter, parce que c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un virage. Absolument. Surtout, il faut tenir compte de ce qui se passe en ce moment en Israël, qui fait peser, qui augmente encore ce risque de confrontation sur le plan nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Absolument. Donc cette lettre a été appelée mémorandum d'alerte, en date donc du 24 mars 2024, et donc qui a été signée par, comme vous l'avez dit, de nombreux officiers américains du renseignement pour la sécurité. Le sujet de ce courrier a été intitulé Au bord de la guerre nucléaire.
Donc, et ce mémorandum a été adressé donc, au président Joe Biden. Donc, je commence la lecture. La France pourrait conduire le peuple américain sur la voie d'un conflit nucléaire qui ne serait décidément pas dans l'intérêt du peuple américain ni de l'humanité elle-même. Donc, les professionnels vétérans du renseignement, qu'on appelle le VEPS, met en garde le président Joe Biden dans un mémorandum d'alerte rédigé par des professionnels chevronnés du renseignement sur les risques d'escalade vers une guerre nucléaire. Donc, Monsieur le Président, la France se préparerait à envoyer une force d'environ 2000 hommes, soit une brigade renforcée construite autour d'un bataillon blindé et de 2 bataillons mécanisés, avec en soutien des troupes d'ingénierie, logistique et d'artillerie attachées en Ukraine. Dans un avenir proche, cette force est purement symbolique dans la mesure où elle n'aurait aucune capacité de survie dans un conflit moderne de haute intensité d'une ampleur comparable à ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, elle ne serait pas déployée dans une zone de conflit, mais servirait soit de fil-piège de force de filtrage pour arrêter l'avancée de la Russie, soit de force de remplacement déployée dans une zone non active pour libérer les soldats ukrainiens pour le combat. Donc la brigade française serait apparemment complétée par des unités plus petites des États baltes, ce qui vaudrait à introduire les troupes de combat d'un pays de l'OTAN dans un théâtre de guerre, ce qui en ferait des cibles légitimes en vertu du droit de guerre. De telles unités n'auraient apparemment pas de mandat de l'OTAN aux yeux de la Russie, mais cela pourrait être une distinction sans différence. La France semble parier naïvement que son adhésion à l'OTAN empêcherait la Russie d'attaquer les troupes françaises, mais il est très probable que la Russie attaquerait n'importe quelle force française. Le contingent balte en Ukraine et sa destruction rapide dégradent sa viabilité au combat. Dans ce cas, le président français Macron pourrait calculer qu'après les attaques russes contre les troupes des membres de l'OTAN, mandatées ou non, il pourrait faire appel à l'article 5 de la charte de l'OTAN et amener l'alliance de l'OTAN à intervenir. Une telle intervention prendrait probablement la forme d'avions opérant depuis les pays de l'OTAN et comprendrait peut-être des missions de destruction contre des cibles tactiques à l'intérieur de la Russie au bord d'une guerre nucléaire. D'un point de vue doctrinal et légal, la réponse de la Russie serait de lancer également des frappes de représailles contre les cibles dans les pays de l'OTAN, si l'OTAN le faisait puis attaque une cible stratégique en Russie. À ce moment-là, la doctrine nucléaire russe prendrait le dessus et les centres de décision de l'OTAN seraient frappés par des armes nucléaires. Nous ne pensons pas que la Russie lancera une attaque nucléaire contre les États-Unis, mais nous laisserions plutôt aux États-Unis le soin de décider s'ils veulent risquer la destruction en se préparant à lancer une frappe nucléaire contre la Russie, ce qui signifie que les forces stratégiques russes se sont améliorées au point que dans certaines zones, des missiles hypersoniques, tels que des missiles hypersoniques par exemple, sa capacité dépasse celle des États-Unis et de l'OTAN. En d'autres termes, la tentation russe de frapper en premier est peut-être un peu plus forte que lors des crises passées, et nous sommes un peu moins convaincus que la Russie voudrait frapper en second. Un autre facteur inquiétant est que les Russes sont susceptibles de croire que la folie de Macron a l'approbation tacite des États-Unis. Les responsables américains et occidentaux semblent désespérés de trouver un moyen de modifier la trajectoire de la guerre en Ukraine, d'autant plus que les élections américaines approchent. L'Europe doit comprendre que la France s'engage sur la voie d'une autodestruction inévitable. Le peuple américain doit comprendre que l'Europe le mène au bord de l'anéantissement nucléaire, car les dirigeants russes soupçonnent peut-être Macron de travailler main dans la main avec Washington. Les États-Unis doivent exprimer publiquement et sans ambiguïté leur position, et si la France et les pays baltes insistent pour envoyer des troupes en Ukraine, ils doivent également être clairs sur le fait qu'une telle action n'a aucun mandat de l'OTAN et que l'article 5 ne sera pas déclenché par des représailles russes et l'arsenal nucléaire américain.
y compris les armes nucléaires qui font partie de la force de dissuasion de l'OTAN, ne sera pas utilisée à la suite d'une action militaire russe contre les troupes françaises ou baltes. La France conduirait le peuple américain sur la voie d'un conflit nucléaire qui ne serait décidément pas dans l'intérêt du peuple américain ni de l'humanité elle-même. Voilà. Donc ça, c'est un mémorandum qui a été adressé au président Joe Biden. D'une façon officielle et publique. Vous avez la liste des co-signataires qui sont là. Il y a à peu près une vingtaine de personnes. Même. Et alors, évidemment, quand on regarde les commentaires des journalistes ou des gens qui sont géopolitiques, ils prétendent tous que Macron est naïf, qu'il est immature. Alors ça, c'est certain qu'on a un président qui a, selon moi, des grosses capacités intellectuelles, mais qui a la maturité d'un garçon de 13 ans. Hein, voilà, pas beaucoup plus. Et donc, ça nous amène dans des situations comme ça. Mais moi, j'analyse les choses très différemment. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de naïf. Et surtout, quand on connaît son parcours, quand on connaît un peu l'histoire, comme je l'ai expliqué, du lobby pro-israélien qui dirige les États-Unis, eh bien pour moi, il n'y a aucun doute. Macron, c'est le porte-parole du lobby financier mondial. Il a été mis en place par les banques Rothschild. Il est le porte-parole de tout le lobby pro-israélien. Il est en France supporté par le CRIF. Et donc tout ça, c'est à dessein parce que effectivement, le plan global, c'est pas d'envoyer 2000 hommes, mais là, dans ce courrier, ils ne l'ont pas mentionné, mais moi, je l'ai su par des gens comme MacGregor. La deuxième vague, c'est 20 000 soldats qui sont préparés en France pour aller ensuite être renforcés par des troupes des pays baltes et d'autres pour constituer un contingent de 60 000 hommes. Et tout ça ne pèserait pas lourd, puisque je vais l'expliquer un peu plus tard. Vous allez voir ce qui se passe en Ukraine, la situation actuellement. Mais ce qui peut basculer, c'est qu'actuellement, les Russes n'ont aucun souci avec les forces aériennes ukrainiennes, puisqu'elles sont complètement inexistantes. Il n'y a plus de radars, il n'y a plus d'avions ni de pilotes, si vous voulez. Et là, le changement serait radical. Il y aurait toutes les forces, toutes les bases qui sont en Belgique, en Hollande, en Allemagne, toutes les bases aériennes, en Angleterre, américaines, plus les avions français, allemands, italiens et tout. Donc là, il est clair que sur le plan du ciel, les Russes seraient dépassés. Et c'est la raison pour laquelle c'est dangereux, parce que là, lorsqu'eux n'accepteront pas une défaite, ils enclencheront le système. Alors pourquoi ils font ça ? Parce que tout le monde a compris, sauf les porteurs de propagande, que ça y est, cette affaire en Ukraine, elle est pliée. Les Russes vont conquérir dans très peu de temps tout ce qui reste à conquérir, c'est-à-dire les 40% du territoire qu'ils veulent, ils ne veulent pas le reste. Le reste, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est reprendre toute la partie russophone de l'Ukraine, avec notamment Odessa, le port et la ville et toute la région qui s'est toujours appelée Nova Russia. Hein, donc ça, il n'y a pas de doute, ils vont le faire. Alors, on nous prétexte toujours, vous savez, que la guerre nucléaire, ça n'est pas possible, parce que ce serait la fin du monde, parce que on a une force de dissuasion. Notre force de dissuasion n'existe plus depuis des années vis-à-vis d'un pays comme la Russie. On a une force de dissuasion vis-à-vis de pays comme la Turquie, l'Algérie. Vous voyez, des gens qui voudraient nous attaquer. Là, attention, bon, mais vis-à-vis de la Russie, c'est terminé. Alors, il y a 3 raisons à ça. D'abord, avec les progrès énormes qui ont été faits par la Russie depuis 20 ans, et qui s'appuient, malgré tout, sur
des recherches qui avaient été faites même avant 2000. C'est-à-dire qu'à partir des années 85, il y a eu des recherches importantes qui ont été financées à l'époque par l'Union soviétique, qui étaient restées à l'état embryonnaire. Mais comme, par exemple, les missiles hypersoniques, à partir de 1995, ils travaillaient dessus et ça demandait une quinzaine d'années pour être développé. Donc là, on va voir notre force de dissuasion, elle est principalement... Ce sont des missiles à tête nucléaire qui sont installés dans nos sous-marins lanceurs d'engins. Oui, c'est ça. C'est ça, principalement, avec bien sûr aussi quelques missiles qui peuvent être portés par des avions, quelques bombes qui peuvent être portées par des avions. Enfin là, c'est autre chose, mais le plus efficace, ce sont les missiles qui sont à bord des sous-marins. Or, les sous-marins reçoivent les ordres de tirer depuis les antennes qui sont très basse fréquence. Hein. Donc ces antennes-là, il y a 7 stations en France. Il est évident qu'elles sont repérées depuis très longtemps, qu'elles sont cartographiées, que le programme de tir est déjà mis en place. Et donc, ce sera l'affaire, probablement lorsqu'ils prendront la décision, de 2 minutes 30 ou 2 minutes 40 pour que le missile Kinjal arrive sur le bunker. Boum, il n'y a plus de bunker. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ordre de tirer. Vous comprenez ? Donc, les officiers sous-mariniers qui seront dans les sous-marins, ils attendront l'ordre. Est-ce qu'on tire, est-ce qu'on ne tire pas ? Ils ne recevront rien. Donc, notre force de dissuasion, elle n'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les bunkers qui sont au milieu des antennes, qui sont enterrés à 40 mètres sous terre, sont détruits, il n'y a plus d'ordre envoyé pour tirer. Ça, c'est déjà la première raison qui fait que notre force de dissuasion, elle n'existe plus. Elle n'existe que dans les rêves des généraux de plateau. Alors ça, c'est rien de plus. Et alors, à supposer que nous possédons 290 têtes nucléaires sur des missiles ou sous forme de bombes. À supposer que, on va dire, une grande partie serait tirée. 90% de ces missiles n'atteindraient pas leur cible, ils seraient interceptés, détruits en vol par les S-300 et les S-400 qui sont en grand nombre en Russie, sur l'immense territoire de Russie. Et donc, ça veut dire qu'à supposer qu'il y aurait quelques missiles qui arriveraient au-dessus des villes, puisque le but, si vous voulez, de la dissuasion, c'est pas d'aller détruire des objectifs militaires. Le but, c'est de détruire un maximum de villes pour que le pays d'en face dise « bon, mais attention, on va perdre notre population ». Or, ce sont des explosions en altitude, et ces explosions en altitude seront complètement, le peu qu'il y aurait, seront inefficaces. Pourquoi ? Parce qu'en Russie, dans toutes les villes, il y a des abris nucléaires. La population sera bien sûr dans les abris. Vous pensez bien que s'ils décident de déclencher une attaque sur les bases militaires installées en Europe, ils vont mettre d'abord la population civile à l'abri sous la forme d'un exercice. C'est-à-dire, ce soir, exercice de protection civile, à 18h, tout le monde est dans les abris, et donc, 1 heure plus tard, boum, vous avez le feu d'artifice qui démarre en direction de la Belgique, de la Hollande, de la France, etc. Sauf que nous, ça ne va pas être la même chose. Alors nous, là, les abris, il va falloir les chercher. Là. Alors, je vais passer au tableau. On va regarder, on va faire un petit peu le commentaire de la situation. Okay. Alors, la situation à fin mars en Ukraine, c'est un pays en ruine. Il reste moins de 20 millions d'habitants sur les 37 millions que comptait ce pays en février 2022. Il faut dire que déjà en 2022, le pays avait vu le nombre de ses habitants diminuer énormément, puisque dans les années 95, il y avait 51 millions. Donc ils avaient déjà perdu
14 millions. Pourquoi ? Parce que c'est le pays le plus corrompu d'Europe et peut-être l'un ou le pays le plus corrompu du monde. Et donc, évidemment, tous les jeunes, tout ça, n'avaient pas d'avenir et ils fuyaient le pays bien avant le déclenchement de la guerre ou de l'opération spéciale en Ukraine. Et donc, ce pays qui était de 51 millions d'habitants est descendu à 37. Et puis, quand l'opération spéciale a été déclenchée, eh bien là, il y a une fuite énorme. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ils sont moins de 20 millions. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette guerre a été préparée et organisée par les États-Unis et l'Angleterre depuis 2008, avec notamment l'organisation et le financement de la révolution orange par la CIA, suivi du coup d'État de 2014. Alors, on a vu, nous, en Europe, tout un tas de révolutions de couleurs. Vous voyez, il y a eu la révolution verte, il y a eu la révolution orange, tout ça. Et quand vous regardez comment ça a été fait, toujours derrière, c'est la CIA qui dispose de fonds énormes. Et tout ça est piloté par le lobby financier qui, lui, tire les marrons du feu avec les industries d'armement dont ils sont propriétaires. Alors tout ce qui est fabrication de bombes, de missiles, tout ce qui part actuellement, les milliers de tonnes de bombes qui partent en Israël, tout ça, ça profite au lobby, tout ça, ça fait rentrer de l'argent. Donc, alors, à la suite du coup d'État, eh bien, il y a eu la formation par l'armée américaine et anglaise qui ont quand même envoyé sur place plus de 10 000 militaires, vous voyez, en Ukraine, pour former donc l'armée ukrainienne dans le dessein et dans le but de piéger la Russie en démarrant, puisqu'à partir de 2014, l'armée ukrainienne a bombardé constamment tout le Donbass, toutes les républiques qui sont devenues maintenant russes, mais ils ont bombardé la population civile. Il y a eu quand même, en 8 ans, il y a eu 14 500 morts, c'est à peu près là on pouvait les compter, puisque les gens étaient dans les maisons, tout ça. Donc ça a été vraiment... et donc, selon la vision que l'on a des choses, nos journalistes, BFM TV, LCI, tout ça, qui sont les porteurs de la propagande du lobby, estiment que la Russie est un agresseur qui est venu envahir un pays indépendant et souverain. Bon, la réalité est complètement différente. Au bout d'un moment, eh bien, les Russes ont dit on va porter secours à nos frères russes qui se font massacrer. Et alors, si on voit les choses autrement, eh bien, par exemple, quand on est intervenu, quand les forces européennes sont intervenues en Libye, c'était pour porter secours aux gens. Là, c'est pareil. Vous voyez, selon qu'on se place d'un côté, alors, quand on est du côté des journalistes, on leur porte secours parce que c'est inhumain, parce que ceci, cela, les droits de l'homme, etc. Surtout le droit d'ingérence prôné par Kouchner. Et puis alors, si on est de l'autre côté, non, alors là, c'est une invasion. Là, vous voyez, c'est plus pareil. Donc, à la fin du mois d'octobre, les services de renseignement américains comptabilisaient 500 000 morts. Ce n'est pas des renseignements qui viennent de la Russie, c'est des renseignements qui viennent du côté américain. 500 000 morts dans l'armée ukrainienne et plus de 1 million de blessés. Alors, 1 million de blessés, c'est un ratio qui est très faible par rapport au nombre de morts. Vous voyez, habituellement, dans les conflits jusqu'à présent, dans les conflits conventionnels, on a 1 mort pour 5 blessés. Vous voyez, dans toutes les guerres qu'on a connues, 1 mort pour 5 blessés. Là, le ratio est complètement différent. Pourquoi ? Parce que l'intendance n'y est pas, il n'y a pas les services pour porter secours. Et puis, toujours pareil, cette histoire, je l'ai déjà évoquée, de la corruption, où les gars qui partent au front, ils ont 3 poches, ils ont de l'argent, s'ils sont blessés, pour donner aux brancardiers pour qu'ils les évacuent. Et donc, s'il n'y a pas de brancardier, les gars, ils meurent sur place. Donc, ce sont des blessés. Et puis aussi, on n'est plus dans des blessés par balle, mais par des blessés
souvent par des explosions d'obus ou des destructions de chars. Et là, évidemment, c'est des blessures très graves. Et les gens meurent dans quelques heures après avoir été blessés. Alors, maintenant, ça, c'est ce qui a été comptabilisé en 2023. En 2023, à la fin du mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, c'est l'hécatombe. Il y a c'est toujours pareil, c'est des renseignements que j'ai à partir des gens, des militaires qui sont aux États-Unis, entre 30 et 35 000 morts par mois. Vous voyez, novembre, décembre, janvier, février, vous avez déjà à peu près 140 000 morts qui se sont ajoutés. Pourquoi ? Parce qu'ils en sont à leur 4e mobilisation. Oui, et donc, autant au début, les soldats étaient bien entraînés, formés, avec du bon matériel, organisés, téléguidés par tous les mouvements, les repérages satellites, etc. Maintenant, ils prennent des jeunes qui ont 15 ans, ils les forment en 3 semaines, ils les envoient au front, ils prennent des vieux qui ont 60 ans, ils les envoient au front. Et donc, évidemment, c'est de la chair à canon, parce que là, les gens ne sont pas du tout... Et puis alors, il n'y a plus les structures, vous savez, il manque une personne compétente à tel endroit, et donc, donc là, avec cette situation-là, on peut, moi je prévois qu'à partir du mois de juin, puisque avril et mai, c'est la saison en Ukraine où il y a 1 mètre, 1,50 m de boue. Donc vous ne pouvez pas manœuvrer, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vraiment praticable, La grande offensive va démarrer certainement courant juin ou fin juin. Et là, on va voir quelque chose, et c'est dans cette perspective que les financiers qui ont, si vous voulez, déjà dépensé beaucoup d'argent en Ukraine, ils avaient, alors leur plan, c'est très simple, on le sait parce qu'il y a forcément des fuites, ça fait très longtemps qu'ils avaient pour objectif de s'emparer des énormes richesses qu'il y a sur le territoire russe. Je vous en ai déjà parlé. Oui, les mines d'or, le titane, l'aluminium, le pétrole, tout ça. Donc c'est quelque chose d'énorme. Surtout quand on sait que les États-Unis, qui sont le premier producteur dans le monde de pétrole actuellement, 12 millions de barils par jour, ils produisent sur le territoire américain. Il leur reste 8 ans de production devant eux. 8 ans. Donc, évidemment, il faut penser à l'après. Et eux voyaient très bien que, évidemment, la Sibérie, c'est l'Eldorado. Et donc, alors, comment faire pour s'emparer ? Eh bien, comme ils ont fait un petit peu pour s'emparer en réalité de l'Europe et dans d'autres pays, on met en place des gens qui vous sont favorables, et puis après, vous pouvez investir, vous pouvez posséder des sociétés, etc. Quand vous regardez, l'Europe a été constituée pour faire la promotion des intérêts des États-Unis, pas du tout pour défendre les intérêts français, italiens ou espagnols. Ça a été toute cette organisation. On fera un jour une vidéo sur l'Union européenne, mais ça a été vraiment fait. Et puis alors, on a démantelé, bien sûr, toute notre industrie au profit de certains pays d'Europe, mais également, bien sûr, quand on a vendu Alstom d'une façon scandaleuse, tout ce qui s'est passé est scandaleux depuis déjà, on va dire, une trentaine d'années au niveau européen. Alors, voilà un petit peu cette situation maintenant qui évolue. Et il y a un deuxième fer au feu, c'est celui qui actuellement est en Israël. Et là encore, on voit la manifestation du lobby pro-israélien qui est vraiment décidé à aller jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a quelques jours, ils ont envoyé un missile sur l'annexe de l'ambassade d'Iran en Syrie.
c'est un acte de guerre, vous voyez. C'est un bâtiment, une ambassade, c'est le pays lui-même qui est représenté. Et donc, ils ont tué, bien sûr, des responsables. Il y a eu plusieurs morts. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent aller au bout. Alors, ils veulent surtout profiter de cette période préélectorale. Vous avez en Méditerranée, vous avez les 2 porte-avions américains plus toute la flotte qui l'accompagne, des livraisons quotidiennes qui arrivent par avion sur l'aéroport de Tel Aviv, des milliers, des centaines de tonnes de bombes chaque jour. S'il n'y a pas... alors ensuite, bien sûr, il y a la flotte américaine en mer Rouge, en mer d'Oman, en face l'Iran. Et donc, ils veulent profiter de cette présence et de cette période préélectorale pour essayer de déclencher une guerre avec l'Iran. C'est ça, en fait, leur stratégie. Parce que eux, les Israéliens, tout seuls, n'ont aucune chance. Mais avec toute la puissance américaine, oui, c'est possible. Vous voyez. Et alors là, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit dans une autre émission, il y a de nombreuses bases au Moyen-Orient, des bases américaines importantes, avec du matériel, avec tout, en plus des porte-avions, tout ça. Et donc, ils savent qu'il ne leur reste que quelques mois pour tenter le coup, pour embarquer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Et donc, il n'y a plus rien qui les arrête. Parce que, si vous voulez, moi j'ai compris, il y a déjà plus de 40 ans, que cette histoire de négociation pour faire en Israël la solution à 2 États, c'était du pipeau. Eux, dès le départ, ils voulaient gagner du temps, progresser, et puis foutre dehors tous les Palestiniens de la Palestine. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais maintenant, c'est risqué. Parce que l'Iran n'est plus le pays qu'elle était dans les années 80-90. Aujourd'hui, il y a une puissance. Et surtout, ils sont vraiment très liés avec la Russie. Et la Russie ne laissera pas tomber l'Iran. Ah oui, ça c'est une évidence. Alors, on se retrouve dans une situation géostratégique effrayante. Oui, absolument. C'est-à-dire que là, maintenant, on arrive, si vous voulez, à des points où tout peut basculer. C'est ça. Et on voit ce qui se passe à Gaza, si vous voulez, c'est quelque chose d'affreux. Et puis alors, ils sont d'une cruauté mais innommable. Avec, il n'y a plus d'eau, et en plus de ça, ils trouvent encore le moyen de tirer sur les convois humanitaires qui viennent pour porter secours. Ils tirent sur les hôpitaux. Ils ciblent. Alors, vous savez, pour avoir des renseignements dans ce domaine, moi je vais sur Al Jazeera et vous avez, c'est les seuls qui sont présents à Gaza, et ils ont bien sûr sur leur gilet pare-balles, ils ont presse, vous voyez. Eh bien, les Israéliens utilisent des snipers pour tirer sur les journalistes à 500 mètres ou à 800 mètres et les flinguer. Ils en ont déjà dégommé 136. C'est un truc complètement inhumain. Alors, ça dépasse l'entendement. Le nombre de médecins qui a été tués, c'est quelque chose d'énorme aussi. On est dans des chiffres. Alors voilà, donc là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que nos dirigeants, ils ont la tête dans le sable. Oui, c'est ça. Ils sont vraiment, voilà... nous, la politique de l'autruche. La dissuasion, voilà, ça nous met à l'abri de tout risque. Et donc, on va voir dans les semaines qui viennent. Donc moi, je pense que tout ça, on aura dans quelque temps la réponse, c'est-à-dire vraisemblablement entre la fin du mois de juillet et la fin du mois de septembre, lorsque Odessa va tomber entre les mains des Russes, comment ça va se dérouler? Est-ce que Macron va réussir à entraîner d'autres pays, vous voyez? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui se passent en coulisses actuellement. Et évidemment,
la puissance du lobby pro-israélien est énorme. On peut facilement manipuler telle ou telle personne avec, comme dans tout le système électoral, il faut des fonds, il faut avec vous la presse, les radios, la télévision, tout ça. Ces gens-là peuvent le fournir. Alors, donc, voilà leur système. Et on risque, on verra. Pas très réjouissant tout ça, mais bon, je pense que vous êtes proche de la réalité, oui, et que ça, malheureusement. Ce qui est terrible, c'est qu'on rapproche d'une échéance qui. On n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'il faut prendre conscience de ça et qu'il faut se protéger. C'est ça, surtout. C'est tout, parce que qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, nous pouvons faire, si vous voulez, pour peser sur ces événements? Rien. On ne peut rien faire. Absolument. En tant qu'individu, on est dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est protéger sa famille pour en cas de guerre nucléaire. C'est la démarche que j'ai depuis des mois, de dire, voilà, vous ne pouvez pas changer l'Union européenne comme ça d'un claquement de doigts. Vous ne pouvez pas changer Macron, il est encore là pour des années. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? C'est protéger la population civile. S'informer, voilà comment les choses vont se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, à notre niveau pour se protéger. Et ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est ce que j'ai expliqué, c'est acheter un compteur GGR, c'est commencer à s'organiser. Encore une fois, j'invite les gens à acheter votre livre. Du coup, vous expliquez bien tout ça par rapport à la protection de la population civile. Donc, votre livre que vous avez écrit, qui s'appelle « La prochaine guerre sera nucléaire », et que chacun peut commander, soit sur notre site internet ou sur notre site marchand, etc. Mais je pense que dans votre livre, tout est bien expliqué et que là, il est grand temps que les gens en prennent conscience et s'informent. Oui, c'est un petit peu la conclusion qu'on pourrait avoir pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai quels sont les gestes qu'il faut avoir dans les secondes qui suivent l'explosion. Donc je vais rentrer dans le détail et donner des informations concrètes, vous voyez, sur la conduite à tenir, parce que et ça, c'est pas quelque chose qui peut s'improviser. Si vous voulez, il faut se préparer mentalement, bien visualiser la situation. Absolument. Donc certainement que la prochaine vidéo, on fera ça, puisque quand même, on n'a pas beaucoup de... et vous savez, comme c'est un sujet tabou, on n'est pas du tout invité par les médias mainstream, mais pas plus par les autres. Non, d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Chevrier, puis donc, à une prochaine fois, prochaine vidéo. Merci. Merci.